Bonsoir. Puis évidemment, ce soir, comme ça a été mentionné, c'est vraiment une rencontre de consultation d'information au sujet de nos règlements d'aménagement qui doit s'harmoniser, doit, je dirais, s'adapter en fonction du schéma d'aménagement de la MRC. Alors, c'est un travail qu'on a amorcé quand même, je dirais, j'allais dire quelques mois, mais ça fait quelques années. L'ancien règlement d'aménagement remonte à 1989, donc on voit que c'est pas un luxe, mais en même temps aussi, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'ajustements, parce qu'un règlement, il faut le dire, un règlement d'aménagement, c'est évolutif. Alors on peut adopter des règlements pour modifier certaines parties ou ajuster le règlement. Alors moi, je ne vais pas plus loin. Je vous dis, évidemment, on a des spécialistes, Mme Simard qui est avec nous. Il y a aussi notre directeur général, M. Jonathan, qui va participer. Je ne sais pas si Jérôme... Oui, je suis là. Excuse-moi, Jérôme. Alors, Jérôme aussi, qui est notre inspecteur municipal et directeur des travaux publics, va avoir participé. Je vais présenter Mélanie, c'est ça? Mélanie, excuse-moi, ton nom de famille est Deschênes. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Merci, M. le maire. On m'a demandé de parler. J'ai pas moi. Alors, on m'a demandé de parler. Est-ce que ça va pour le son? Oui. Au micro pour la caméra. Donc, je vais faire la présentation avec le micro, ça ne me dérange pas trop. Merci d'être venu. Bienvenue. Donc, je vais tout de suite débuter la présentation avec l'objectif qui est d'expliquer le contenu du nouveau plan d'urbanisme et de la réglementation qui en découle. Donc, le plan de la rencontre. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi on fait un plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Dans quel cadre légal la municipalité doit-elle élaborer et adopter le plan et les règlements d'urbanisme? Et que comprend le plan d'urbanisme de manière générale en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme? Et ça, ben, c'est plus des points d'introduction qui vont durer, j'ai mis 8 à 10 minutes, mais en réalité, ça va peut-être prendre plus 5 minutes. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, qui est la description des éléments du plan d'urbanisme et de la réglementation à l'Anse-Saint-Jean. Donc, on s'entend qu'au niveau du contenu, de la réglementation et du plan d'urbanisme, on y va quand même de façon, on dresse un tableau qui est plutôt global, parce qu'en réalité, vous avez ici, là, ça c'est vos règlements et le plan d'urbanisme de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, donc on voit que c'est quand même volumineux. Donc, mais ça va vous donner quand même, mon objectif, là, c'est quand même de vous permettre de bien dresser un bon portrait de ce qu'on a dans la nouvelle réglementation comparativement à l'ancienne réglementation. Et cette description-là peut prendre 30 à 45 minutes environ, ça dépendra des échanges. Moi, je vous invite à interagir sur le fait. Si vous avez des questions au fur et à mesure, plutôt que de garder ça à la fin, ça ne me dérange pas du tout qu'on intervienne et qu'on vide certaines questions qui pourraient vous préoccuper. Quitte à ce que quand je vais arriver sur ce sujet-là plus tard dans ma présentation, je passerai plus vite. Donc, on peut commencer. Pourquoi un plan et des règlements d'urbanisme? Donc, d'abord, le plan et les règlements vont viser à planifier l'organisation du territoire. On veut générer des développements les plus harmonieux possibles entre les activités et protéger le public et les investissements. Le plan et les règlements d'urbanisme vont permettre d'établir un cadre d'action ordonné et défini dans l'avenir afin d'unir et d'harmoniser les efforts, c'est-à-dire tous aller dans le même sens. Donc, vous avez ici un résultat, on va cartographier notre territoire et on va émettre d'abord et avant tout une vision du développement, des objectifs, des orientations, puis ensuite tout ça va découler avec des règlements qui vont aider à faire l'application ou à réaliser ces orientations-là et ces objectifs-là. Donc, dans quel cadre légal la municipalité doit-elle élaborer et adopter le plan et les règlements d'urbanisme?
Je pense. Ah, OK. Donc, le plan d'urbanisme découle de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est une loi quand même assez récente, c'est-à-dire qu'elle a été adoptée, elle est entrée en vigueur en 1979. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est administrée et gérée par le ministère des Affaires municipales. Et le ministère, le gouvernement, en fait, va émettre des grandes orientations gouvernementales et des normes qui se traduisent dans des lois et d'autres lois que l'aménagement et l'urbanisme et des règlements. Et dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est la loi principale qui découle de notre domaine, on va avoir l'élaboration du schéma d'aménagement et de son document complémentaire. Donc, le schéma d'aménagement et le document complémentaire est au niveau administratif de la MRC du FIAR qui englobe plusieurs municipalités. Alors, le schéma d'aménagement est un peu, si on veut, l'équivalent à plus petite échelle du plan d'urbanisme. Donc, on va retrouver les grandes orientations du territoire dans un schéma d'aménagement. On va retrouver des objectifs et on va retrouver aussi des usages principaux et complémentaires par rapport à chaque affectation sur l'ensemble du territoire de la MRC du FIAR dans notre cas. Et ensuite, pour chaque municipalité, on va avoir des plans d'urbanisme municipaux et des règlements d'urbanisme. Pour chacun de ces paliers-là, on doit retrouver la conformité. Donc, à l'Anse-Saint-Jean, on était tenu d'avoir un plan d'urbanisme. On avait 2 ans pour adopter et mettre en vigueur ce plan d'urbanisme-là. On doit le soumettre à la MRC pour examen de la conformité avec le schéma. Et ensuite, le schéma d'aménagement, lui, il est déjà en vigueur, mais la MRC, de leur côté, ont dû faire la même chose avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé le schéma d'aménagement au ministère des Affaires municipales pour avoir un certificat de conformité avec les orientations et les objectifs gouvernementaux. Donc, tout ça est lié. Au niveau de la réglementation d'urbanisme, le schéma d'aménagement, lui, au niveau de la MRC du FIAR, c'est le document complémentaire. Donc, on a des normes dans le document complémentaire, que ce soit au niveau des routes, au niveau du lotissement, au niveau de l'abattage d'arbres, tout au long de la présentation, quand on a des obligations qui nous viennent de la MRC, je pourrais le soulever. Et ensuite, au niveau de notre réglementation d'urbanisme, encore là, l'idée, c'est que nos règlements soient, eux, conformes aux normes qu'on va retrouver dans le document complémentaire de la MRC. Maintenant, que comprend le plan d'urbanisme? En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le contenu minimal d'un plan d'urbanisme, c'est de définir, en fait, la vision stratégique est un contenu facultatif, mais par contre, on doit nommer les grandes orientations de développement, les objectifs et les moyens de mise en œuvre, les grandes affectations du territoire, identifier le réseau routier principal, les équipements et infrastructures, les territoires d'intérêt et les zones de contrainte. Ça, c'est le contenu minimal qui est inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qu'on doit retrouver. Maintenant, il y a un langage qui est peut-être un peu technique, donc je vais tout de suite vous exprimer qu'est-ce qu'on entend par affectation du territoire, parce que je traînais ça tout le long de la présentation. Les affectations du territoire, c'est ce qu'on appelle une dominance de développement. Donc ici, vous avez l'ensemble du territoire de la MRC, de l'Anse-Saint-Jean. Ce qui est en vert comme ça, c'est du forestier, c'est de l'affectation forestière, auquel s'attachent des usages principaux et complémentaires qui ont été déterminés par la MRC. Et nous, à notre tour, dans notre règlement de zonage et dans le plan d'urbanisme, on a identifié cette affectation-là et on lui a défini des usages principaux et complémentaires, des choses qu'on peut faire dans ce secteur-là, mais qui sont en conformité avec ce qui avait été identifié dans le schéma d'aménagement. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez en vert pâle l'agroforestier. Ici, un genre de jaune-vert, c'est de l'agricole dévitalisé. Et on a des zones agriculture viables qui sont le jaune pâle en haut, exemple A46, ou encore l'agriculture dynamique ici.
Ensuite, ici, vous avez, ça c'est des affectations qui sont urbaines, habitation mixte, c'est-à-dire habitation et commerce. On a aussi des affectations qui sont villégiature, comme vous voyez. La banque est en orange, puis en bleu, c'est une affectation publique. En rouge, c'est une affectation un peu particulière, c'est-à-dire que c'est de l'agriculture, mais des îlots dits déstructurés. Donc, on est dans la zone agricole permanente, mais ce sont des îlots déstructurés, je vais en parler un peu plus tard. Donc, moi, je voulais surtout vous expliquer, en gros, là, quand on parle d'affectation, de quoi on parle, c'est qu'on parle de secteurs où on est allé, où on suit des limites, où, à l'intérieur de ces secteurs-là, on définit des usages, des orientations, des objectifs, des usages principaux, des usages compatibles, puis des normes qui vont s'appliquer à l'intérieur de ces grandes affectations-là. Donc, je serais rendue à décrire les éléments du plan d'urbanisme et de la réglementation à l'Anse-Saint-Jean. Donc, ce que je vais regarder avec vous, d'abord, je vais vous lire la vision que la municipalité s'est définie pour son plan d'urbanisme, pour le développement de son territoire, les grandes orientations, les objectifs et moyens de mise en œuvre. Les grandes affectations du territoire, on va les prendre une par une, puis ensuite, je vais vous identifier en gros l'orientation, puis quels sont les où, comment et quoi, quels sont les usages de façon générale qu'on peut faire dans ces secteurs-là. Et ensuite, les transports, les zones à protéger, les zones de contrainte. La vision stratégique est issue d'un exercice qui a été fait dans la municipalité. Environ, j'ai ciblé que c'était 2015, je crois que c'est à peu près ça. En 2015, il y avait un portrait du territoire qui avait été fait et un exercice de consultation. Alors, la vision stratégique, un village pittoresque, des paysages exceptionnels et une culture à préserver, une communauté ouverte sur l'extérieur qui désire s'épanouir, suivant les principes de développement durable. Les grandes orientations qui ont été définies dans le plan d'urbanisme, il y en a 3. Donc, prioriser le développement économique dans une optique de développement durable, c'est-à-dire poursuivre la diversification économique, développer l'industrie touristique, améliorer la desserte commerciale et de services, préserver l'intégrité du territoire et des activités agricoles dans les secteurs dynamiques, accroître la contribution des secteurs agricoles viables au développement économique et à l'occupation du territoire, consolider l'emploi local et son accroissement, le tout dans l'optique d'assurer le maintien de la population et l'amélioration de sa qualité de vie. La deuxième grande orientation qui a été définie, favoriser la construction résidentielle, c'est-à-dire favoriser l'établissement de jeunes ménages et contrer le vieillissement de la population, maintenir les services, l'école, églises, épiceries, etc., et favoriser l'implantation de nouveaux commerces. Favoriser l'implantation résidentielle dans les secteurs agricoles déstructurés, consolider la station touristique Mont-Édouard par le développement des services et de la villégiature. La troisième grande orientation, préserver et mettre en valeur l'environnement naturel et culturel, dont les secteurs riverains, les boisés, les paysages représentatifs et le patrimoine bâti. Assurer la pérennité du patrimoine naturel et bâti, conserver ce patrimoine pour les générations futures. Donc maintenant, je serai rendue à vous adresser le portrait. Je vais prendre chaque affectation, puis je vais expliquer qu'est-ce qu'on retrouve dans cette affectation-là, où est-ce qu'elle se retrouve, et quels sont les objectifs, les orientations, et qu'est-ce que, de façon générale, les moyens de mise en œuvre pour réaliser nos orientations. Donc, l'affectation forestière et agroforestière. Je vous le montrais tout à l'heure, l'affectation agroforestière, on l'a ici. C'est du territoire principalement non cadastré, sauf ici. On a une partie ici aussi. Et ensuite, vous n'avez ici le long de... Chemin Périgny. Exact, le long du chemin Périgny. Puis ensuite, tout près des zones, des secteurs urbanisés. Donc ici, vous avez les secteurs agroforestiers
qui côtoient les périmètres urbains du village. Dans le secteur Mont-Édouard, ben là, en fait, c'est un agrandissement, parce qu'en réalité, ici, ben, on est ici là, pour le secteur du Mont-Édouard. Donc, autour, on a les affectations agroforestières en haut, en fait, la A78, A79. Donc, on a identifié comme grande orientation favoriser une mise en valeur multiressources de la forêt et développer ainsi tout son potentiel dans un esprit d'utilisation intelligente et durable. Donc, pouvoir faire une utilisation multiressources et de la diversification économique. Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les utilisateurs, forestiers, récréatifs, villégiateurs. Développement intégré des fonctions résidentielles, récréatives, touristiques, agriculture, aménagement forestier. Qualité de l'environnement et intérêt paysager. Donc, c'est comme nos objectifs. Maintenant, quels sont les moyens pour faire ça? C'est par rapport à nos usages qu'on va autoriser. Il faut savoir que par rapport à les anciennes orientations dans les années 80-90, on était beaucoup sur l'industrie forestière. Maintenant, les MRC, le gouvernement, on s'est mis à faire un virage pour essayer justement de faire une utilisation plus multiressources compte tenu de la baisse des activités traditionnelles, notamment l'industrie du bois. Alors, c'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup plus d'usages autorisés en zone agroforestière. On a voulu ouvrir comparativement à la première génération des schémas d'aménagement. Alors, en zone agroforestière, souvent, on va autoriser la villégiature unifamiliale, on va autoriser des usages récréatifs. On peut retrouver aussi des usages, des activités de régénération. Évidemment, les activités traditionnelles, on les retrouve, activités de régénération et d'aménagement forestier. On va autoriser l'industrie de première et de deuxième transformation si elle est liée à la ressource. La fabrication artisanale de produits transformés et ou vendus sur place. Les usages agricoles, dont les produits de niche, le gibier, les fruits sauvages. Des activités touristiques et récréatives complémentaires, pour voiries, centres de plein air, des sentiers récréatifs. Donc, on va aussi avoir de l'habitation de faible densité, la résidence de villégiature. Et comme moyen, puisqu'on a plus d'usages, on va vouloir faire en sorte que cette cohabitation-là demeure harmonieuse. Donc, on va avoir des normes de protection, par exemple des écrans tampons, que ce soit des normes de boisés à préserver. Par exemple, tantôt, je vous disais, on va autoriser les usages agricoles. Mais normalement, les usages agricoles, il y a des normes pour les bandes séparatrices à respecter. Et on va demander à avoir les mêmes normes de bandes séparatrices à respecter en zone agroforestière, même si c'est une façon de se protéger pour essayer de garder l'harmonie entre les usages. On parle d'élevage à forte charge d'odeur, par exemple. Ensuite, on a aussi toutes les normes provinciales et régionales sur le déboisement et la coupe forestière qui sont intégrées dans notre réglementation. On a aussi les normes de protection des rives et du littoral et les protections des territoires d'intérêt esthétique et écologique. Les grandes affectations en ce qui concerne le milieu agricole. Donc, notre grande orientation, c'est de favoriser la pérennité de l'agriculture par le maintien de l'intégrité du territoire agricole dynamique et soutenir le développement agricole des espaces viables ou dévitalisés grâce à une utilisation plus extensive, tout en préservant l'environnement et l'harmonie entre les fonctions. Donc, on va rester sur cette image-là. Qu'est-ce qui est important de mentionner à propos de l'affectation agricole, c'est que comparativement à l'ancien règlement de zonage, puis à l'ancien schéma d'aménagement, on avait une seule zone agricole qui était la zone agricole permanente et c'était unilatérale. Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement et les MRC ont suivi dans ce mouvement-là? Ça a été de distinguer, de mieux caractériser la zone agricole. Et c'est comme ça qu'on en est venu sur chaque territoire partout au Québec
à différencier des secteurs agricoles dynamiques, viables et dévitalisés. Donc, tout à l'heure, je l'ai parlé un petit peu. On peut regarder à quoi ressemble votre zone agricole. Bien, là, on voit ici, dans le fond, ça c'est Lens. Donc, on a une zone agricole dynamique tout près du village. Ça, c'est la ferme Boudreau, juste pour vous donner un deux fermes Boudreau. C'est deux. Ah! Donc, ça, c'est en jaune, c'est de l'agriculture dynamique. Ensuite, en jaune pâle, A46, A45, A48, c'est une zone qui a été caractérisée viable, c'est-à-dire qu'on fait de l'agriculture, mais de façon moins dynamique finalement. On va être plus permissif compte tenu qu'on peut avoir des portions qui sont en friche ou qui sont en agriculture, mais moins intensive que ce qu'on va retrouver dans le A44. Puis ensuite, dans le dévitalisé, ben, c'est ce que vous avez en jaune-vert. Donc ici, chemin Périgny, c'est un agrandissement de ce qu'on retrouve là. Ici, c'est de l'agriculture dévitalisée qui côtoie le centre de Mont-Édouard, le centre touristique Mont-Édouard. Ensuite, donc, vous voyez qu'à Lens-Saint-Jean, dans le fond, on a une plus grande proportion de secteurs agricoles dévitalisés. Donc, dans la zone agricole dévitalisée, on peut retrouver des parties boisées. C'est tout à fait ça peut être des secteurs abandonnés ou partiellement cultivés. Donc, cette distinction-là, qu'est-ce que ça permet? On peut aller sur l'eau. Ah, on a aussi les îlots, on a aussi l'agriculture, les îlots déstructurés. C'est tout nouveau. Ça vient tout juste de rentrer en vigueur à la NRC. Donc, les îlots déstructurés ont été identifiés pour aider, pour faire en sorte de ne pas nuire ni à l'agriculture, ni au développement résidentiel. C'est-à-dire que c'est des îlots qu'on va retrouver qui sont développés, qui sont plus construits, puis on est venu les circonscrire. Donc, s'il y a encore des terrains vacants dans ces secteurs-là, ils ne seront pas empêchés, ou disons que ça va être plus facile pour délivrer le permis, ils n'auront pas besoin de passer par la CPTAQ, alors qu'avant, il fallait passer par la CPTAQ avant d'avoir cette distinction-là, ces îlots-là. Alors, à Lens-Saint-Jean, on a principalement des îlots de type 1, c'est-à-dire que le morcellement est également autorisé. Il y a seulement un îlot déstructuré qui est de type 2. Je vais le passer plus tard. Il est là. Et lui, oui. Donc, il est ici. Ça, c'est l'îlot de type 2. Et l'îlot de type 2 est sans morcellement. Donc, c'est que si, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de morcellement, mais si on voulait faire le morcellement, il faudrait passer par la CPTAQ. Mais sinon, si on respecte les normes qui sont édictées, à ce moment-là, l'inspecteur peut émettre, si toutes les autres conditions sont respectées, peut émettre le permis sans être obligé de passer par une autorisation de la Commission de la protection des terres agricoles. Donc, agriculture dynamique, elle va être privilégiée pour l'agriculture, spécifiquement les usages complémentaires. Dans le langage du ministère de l'Agriculture, la résidence, l'usage résidentiel est complémentaire à l'activité agricole. C'est vraiment une activité, c'est vraiment la dominante, c'est vraiment l'agriculture. Pour les secteurs autres que dynamiques, dans l'agriculture viable, on va autoriser l'habitation unifamiliale isolée et bigénérationnelle, l'industrie de première et deuxième transformation liée à la ressource, autrement dit, de produits agricoles, la récréation extensive et l'agrotourisme. Dans l'agriculture dévitalisée, on va ajouter, en plus de l'habitation unifamiliale et bigénérationnelle, on va ajouter la vie familiale isolée, on va autoriser aussi la résidence de villégiature et les établissements de camping et de base plein air. Puis, avec les îlots déstructurés que je vous expliquais tout à l'heure, il y a un autre assouplissement qui est entré en vigueur tout dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a les secteurs de 20 hectares et plus, lorsqu'on est en zone viable ou dévitalisée. Dans ces secteurs-là, si quelqu'un a un lot de au moins 20 hectares ou plus, pourra se construire une résidence sans être obligé de passer par la CPTAQ, de demander une autorisation à la CPTAQ. Donc ça, c'est une
une grande différence par rapport à ce qui était avant. Qu'est-ce que vous entendez par récréation extensive? La récréation extensive, c'est les sentiers de randonnée, ski de fond, c'est ça. C'est tout ce qui est plus extensif, qui n'est pas comparativement à ce qu'on... Sinon, on va parler de récréotourisme intensif, les auberges, les hôtels, les salons de quai, alors que extensif, c'est plus lié au tourisme d'aventure, par exemple, ou l'aventure douce. Donc, d'autres moyens pour faire en sorte que tout ça soit harmonieux entre les usages, c'est les distances séparatrices sur les usages à forte chambre d'odeur et les immeubles protégés. Donc, à chaque fois qu'on a une ferme, mettons, ou un élevage à forte charge d'odeur, on va chercher ce permis, mais à ce moment-là, il faut respecter des distances minimales qui sont inscrites dans le règlement et qui sont aussi un point de conformité avec le schéma d'aménagement. Dans les zones protégées, il y a la maison d'habitation, il y a les périmètres d'urbanisation, les ouvrages de captage d'eau, les sites récréotouristiques, dont la station récréotouristique du Mont-Édouard. Et là, tantôt, je vous parlais des îlots déstructurés. Donc, on a plusieurs îlots déstructurés. On a un îlot ici, en bordure du chemin Téligny. On a un îlot ici qui est en bordure du lac Simon, près du... c'est le lac d'Alaire, ça? Oui. Ouais, la rue d'Alaire, lac d'Alaire. C'est sur la rue d'Alaire. Non, c'est sur la Rue d'Alaire, ouais, c'est ça. Pas le lac d'Alaire. Oui, il est plus haut. Hein? Oui. Donc, ça, c'est dans le secteur en haut. Ensuite, on peut aller à l'autre. Ici, on a Chemin des Cascades, îlot route 170, un îlot au village, chemin Saint-Thomas Sud, et chemin de la Rivière, chemin du Portage. Donc, dans le fond, on les retrouve ici, si on veut avoir une vue peut-être un petit peu plus globale. Bon, c'est très intéressant d'avoir ces îlots-là parce que c'était en zone agricole. Puis le fait de ne pas être obligé de passer par la CPTAQ, c'est un plus. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de la conformité avec le schéma d'aménagement. Il y a les périmètres urbains qui sont déterminés par les MRC. Donc, la MRC du Fjord a déterminé des périmètres urbains. Il faut savoir aussi que de toute façon, ces périmètres urbains-là, ils doivent aussi, comme je vous l'expliquais au tout début de la présentation, passer au gouvernement, être acceptés par le gouvernement. Donc, souvent, c'est de la négociation. C'est pas si évident que ça. Et avec les îlots déstructurés, quand on voit surtout les deux îlots-là, sont quand même assez accolés avec le périmètre urbain. Puis, en quelque sorte, ça peut constituer presque une extension à votre périmètre urbain. En tout cas, pour la fonction habitation. Bon, maintenant, on peut aller à l'autre. Est-ce qu'on fait le type 2 ou les côtés? Ah, le type 2 est ici. Oui. En fait, je n'en ai parlé tout à l'heure, à moins qu'il y ait des questions. C'est les mêmes conditions qui s'appliquent. On n'est pas obligé de passer par la CPTAQ, c'est celui-là ici. Sauf que le type 2, c'est la condition qui le distingue, c'est d'être sans morcellement. On peut avoir de lotissement. Exact. C'est ça. Mais toujours en disant, en voulant dire que si on ne veut pas passer par la CPTAQ, Ouais. Sinon, on passe par la CPTAQ. Maintenant, les grandes affectations de la conservation, récréation et récréotourisme. Donc, c'est trois affectations qui sont différentes. Je les ai mis ensemble parce que c'est un terme qui se rapproche. Mais la conservation, c'est ce qui est en brun ici. Ça correspond au territoire, au parc de la CEPAC. Le parc du fjord du Saguenay. Ensuite, le récréatif, on va retrouver quelques zones récréatives ici. On en a une ici. On en a une là, dans le village. On en a une au bout du village. Puis ensuite, sur l'autre partie du village, autour, ça c'est de l'agriculture, c'est plutôt dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, le récréatif, c'est une zone où on va dire, on veut
privilégier la dominance récréative. Donc, villégiature, on peut aller plus loin, je vais tout de suite on veut consolider le développement récréotouristique du Mont-Édouard. Le récréotouristique, c'est le RT 43. C'est une zone unique. Et là, c'est vraiment du récréotourisme intensif. Donc, un peu comme j'expliquais tantôt à monsieur, la différence entre le récréotourisme et l'affectation récréative, c'est qu'il y en a une qui est plus extensive alors que l'autre est plus intensive. Le RT, ça va être vraiment l'usage récréotouristique, c'est la station touristique, tandis que le récréatif, ça va être le résidentiel de villégiature, l'habitation unifamiliale, l'habitation bifamiliale. On n'ira pas chercher de la grande densité là. Alors que quand on arrive au niveau du secteur RT 43, vous voyez les zones de villégiature qui sont accolées. Ça, c'est un périmètre urbain secondaire où on va autoriser de la densité plus élevée. Chose qu'on ne ferait pas dans les zones récréatives. Dans les zones récréatives, ce qui est important aussi, c'est de préserver les paysages, de garder notre caractère plus rural, tout en conservant les paysages de montagne, etc. Donc, on va avoir aussi l'exigence d'avoir des PAE à partir du moment où on a un plan d'aménagement d'ensemble, va être demandé au promoteur à partir du moment où il y a 5 unités ou plus, pour s'assurer de la qualité des développements. Ensuite, alors pour l'affectation-conservation, ça c'est vraiment des usages de conservation parce qu'on veut protéger. Donc, ce sont des usages relatifs à la protection et à la mise en valeur, ainsi qu'à la conservation et l'interprétation. La récréation extensive aussi va être autorisée. Ensuite, dans l'affectation récréative, on va avoir la villégiature, l'habitation de faible densité, des usages de récréation extensive, centres de plein air, etc. Et dans l'affectation récréotouristique, là, on va privilégier les stations récréotouristiques, les usages commerciaux associés aux usages récréotouristiques, exemple, restauration, les centres récréatifs, les hôtels et les auberges. Donc, entre autres, comme moyen, la reconnaissance d'un périmètre urbain secondaire. Donc, ça, c'est nouveau aussi, parce que vous n'aviez pas ça dans votre ancien plan d'urbanisme. Donc, le périmètre urbain secondaire, veux-tu le délimiter? Oui. Donc, c'est le petit pointillé ici là, qui fait le tour long le chemin des Cimes. Donc, rue du Rivage avec le secteur Valence ici. Puis là, on arrive autour du Mont-Édouard. Donc, la station de ski Mont-Édouard, c'est ici. Le développement de la municipalité là, qui est là, ça fait tout le tour. Oui, c'est ça. Ensuite, on a aussi pour les PIA dans les périmètres urbains, on a des PIA qui s'appliquent dans tu peux les montrer aussi? Oui, PIA, dans le fond, Mont-Édouard, Valence. Donc, ça, c'est les deux PIA dans cette zone. Puis sinon, on a aussi des PIA qu'on retrouve, qui sont applicables dans certaines zones dans le village. Et le PIA, lui, il nous aide à protéger certains caractères particuliers qu'on veut préserver dans les secteurs. Donc, il y a des architectures particulières dans les secteurs, et c'est je crois que c'était aussi la volonté du promoteur de vouloir préserver ce caractère-là. Ça aide à l'unité. Ça aide à l'unité, ça aide à préserver la qualité, puis après ça aussi à garder une bonne valeur là, quand on veut faire un développement d'intérêt. Au village, ben, c'est le caractère patrimonial qu'on veut préserver, puis on voit les effets parce que l'urbanisme, ça se développe, c'est du long terme. Donc, avec un PIA, ça aide vraiment parce qu'à un moment donné, il y a une maison qui va brûler, à un moment donné, il y a une rénovation qui va se faire majeure, puis en arrivant avec des normes architecturales, bien, on permet de garder une belle unité, puis de garder notre esprit qu'on va retrouver au-delà de l'esprit patrimonial. Ça aide à garder cette unité-là. Et c'est en lien avec le tourisme, évidemment, mais aussi pour la qualité de vie, je crois, des résidents, parce que quand c'est beau, ça donne une belle qualité de vie. Ça améliore notre qualité de vie. La route 170 et des coteaux, ce sont des routes qui sont identifiées panoramiques.
au schéma d'aménagement. Évidemment, ça se transcrit aussi dans le plan d'urbanisme et ça s'accompagne de normes, par exemple au niveau de l'affichage, au niveau de l'abattage d'arbres, du reboisement, etc., les cours d'entreposage, les usages industriels qu'on peut retrouver. On va avoir des normes pour les écrans tampons pour essayer justement de garder, de préserver l'intérêt esthétique, le caractère panoramique de ces routes-là. Ensuite, les normes de protection et de mise en valeur des paysages d'intérêt. On les retrouve aussi, ces normes-là de protection et de mise en valeur des paysages d'intérêt dans les PAE. Quand un promoteur veut développer, on va lui demander de nous d'expliquer comment il va, comment le paysage va être respecté, comment les boisés, est-ce qu'il y a des boisés qui vont être conservés, etc. Maintenant, la villégiature. Favoriser le développement de la villégiature dans le respect de l'environnement et des paysages. Donc, on va avoir l'usage résidentiel de villégiature. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est qu'on veut favoriser le développement de la villégiature dans le respect de l'environnement et des paysages, mais en plus des zones de villégiature, la villégiature, il faut savoir qu'elle est quand même autorisée en zone agricole viable et dévitalisée. La villégiature est également autorisée dans les zones agroforestières et dans les zones récréatives. Et pour tout projet de villégiature qui aurait 5 unités ou plus, le promoteur doit toujours soumettre un plan d'aménagement d'ensemble. Puis, dans le plan d'aménagement d'ensemble, il y a des objectifs comme préserver l'intérêt des paysages, préserver l'environnement, etc. Maintenant, pour cette partie-là de l'exposé, ça concerne plus les zones de villégiature, donc l'affectation de villégiature en dehors du périmètre urbain secondaire. On a autour du lac, ça c'est le lac d'Alaga, c'est ça. Ensuite, une petite partie en haut du lac Simon. Puis, on avait tout en bas, c'est un îlot déstructuré, mais en réalité, c'est de l'usage villégiature. Il est en îlot déstructuré parce qu'il est en zone agricole permanente. Mais on pourrait quasiment dire que cet îlot-là est comme un îlot de villégiature aussi, sous la zone rouge. Parce que quand on va dans la grille des usages, on regarde les usages autorisés dans ce secteur-là de l'îlot déstructuré, c'est vraiment réservé pour la villégiature. Donc, c'est justement ce que je voulais expliquer, c'est que les affectations de villégiature, la villégiature, elle est autorisée dans plusieurs zones. Mais pourquoi faire des zones de villégiature dans ce cas-là? En fait, c'est parce que quand on vient circonscrire une zone de villégiature, c'est qu'on veut vraiment, on dit, ce secteur-là, il est privilégié et on n'autorise pratiquement rien d'autre que de la villégiature, peut-être les usages extensifs, la récréation extensive, mais c'est la raison pour laquelle. Et ensuite, dans les zones de villégiature, on va aussi avoir des normes de protection des rives, on va avoir des normes particulières. Mais ces normes de protection-là des rives s'appliquent aussi en zone agroforestière, partout où il y a des lacs. Mais par exemple, autour des lacs, on va demander aussi à avoir au moins un accès public au cours d'eau, au lac. Donc, il y a toutes les normes de protection et de respect de l'environnement et des paysages. Tantôt, je le disais, on va demander un PAE pour les projets de 5 résidences et plus. Il y a aussi des normes qui s'appliquent pour le tracé des rues. On demande à tenir compte du moindre impact environnemental, des points de vue de l'environnement paysager, avoir au moins un accès public au plan d'eau, préservation de l'état naturel de la rive. C'est des exemples. Il y en a beaucoup d'autres, des normes pour la protection de l'environnement. La villégiature au sein du périmètre urbain secondaire, là, c'est autre chose. On va être plus intensif, puisque c'est un périmètre urbain, et la NRC nous permet d'ajouter des usages qui vont être compatibles avec la station touristique. Donc, on a la résidence de villégiature unifamiliale, mais aussi sous des formes jumelées, bifamiliales et l'habitation collective. Donc, dans ce secteur-là, on n'a pas la résidence de villégiature n'est pas seulement un chalet ou un seul logement. Il peut y avoir plus d'un logement. L'habitation unifamiliale isolée ou bifamiliale est autorisée. L'application d'un PIA, indépendamment de quel secteur on se trouve. Et il y a l'application d'un PAE pour les projets de 5 unités ou plus et les projets récréo-touristiques.
Et si je ne me trompe pas, bon, voilà. Alors, c'est ça. On a le commerce, les services associés au récréotourisme, qui sont particulièrement concentrés dans la zone centrale. Parce qu'on a d'autres secteurs où le commerce, c'est pas nécessairement, on ne veut pas nécessairement avoir un dépanneur dans le V en haut, là, mettons. Ça, c'est plus concentré dans V24 et V25. C'est ça. Donc, c'est là qu'on veut concentrer nos usages de services commerciaux, puis de récréotourisme. Ensuite, on a le périmètre urbain principal. Donc, notre périmètre urbain principal, c'est le noyau du village, à partir du quai, ici, comme ça, puis jusqu'à la route 170, et qui monte ici sur le chemin des coteaux, en Beauce-Fort. Donc, c'est un périmètre urbain qui est étendu, ça va avec la topographie, la morphologie du secteur. Les nouveaux secteurs d'expansion qui ont été définis avec la MRC sont ici. Ça, c'est un secteur d'expansion du périmètre urbain principal. Et ici, qui a encore des possibilités de construction, la H12, H13, H15. Donc, les possibilités d'expansion sont là. Puis pour la construction résidentielle, on est venu aussi se faciliter un peu avec les îlots déstructurés qui ont été autorisés tout dernièrement. Dans le secteur Mont-Édouard, il y a des secteurs d'expansion aussi. Tu peux les montrer. C27, C28. Puis en bas. En bas. V25 ici. Ouais. C'est ça. Donc, les orientations pour les périmètres urbains. Conserver un noyau de village vivant, dynamique et attrayant, en favorisant le maintien et le développement des fonctions urbaines dans le périmètre urbain. Consolider la station récréotouristique du Mont-Édouard, en favorisant le développement résidentiel, récréotouristique, commercial et de services liés au récréotourisme. Les moyens, favoriser la création de milieux bâtis à la fois attrayants et fonctionnels. On a, entre autres, pour ça, le règlement de payant, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On a des PAE qui s'appliquent aussi pour les projets de 5 unités ou plus. On a des normes de protection des paysages, des cours d'eau, de l'abattage pour aussi l'affichage. Ensuite, il y a la rentabilisation des infrastructures. Pourquoi qu'on concentre dans un périmètre urbain? C'est entre autres pour des objectifs de rentabilisation de nos infrastructures. La densité résidentielle va nous y aider. On va y concentrer aussi nos usages institutionnels, les services. Et ensuite, on va avoir des normes pour d'harmonisation entre les usages. C'est par exemple des écrans tampons, que ce soit sous forme de clôture, bande boisée ou plantation d'arbres. C'est des exemples. Donc, les différentes fonctions à l'intérieur des périmètres urbains. Vous avez l'habitation, la fonction habitation, donc c'est l'Eurosport. Donc ça, c'est des secteurs qui sont vraiment privilégiés pour le résidentiel, mais on va aussi autoriser les services professionnels compatibles. Ensuite, il y a l'affectation mixte, qui est habitation et commerce, et services de proximité. Donc, commerce et services de proximité non contraignants pour que ça demeure compatible avec l'usage résidentiel. Et ensuite, l'affectation publique. Il y en a deux fonctions. Il y a deux affectations. C'est l'école et l'église avec l'hôtel de ville. Donc, c'est vraiment pour l'usage institutionnel. Et ensuite, l'affectation industrielle, qui est le commerce de gros contraignant et l'industrie. On retrouve ce secteur-là en bordure de la route 170, qui est ici. Juste une petite, parce que je pense que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, une précision concernant l'habitation. Ici, on a des zones d'expansion. Ce qui est en brun, c'est aussi des zones qui vont être éventuellement vouées à l'habitation, mais qui actuellement sont en réserve. Donc, autrement dit,
Avec la MRC, il a été déterminé que ces zones-là pouvaient faire partie de l'agrandissement du périmètre urbain, mais en réserve, de manière à ce que le développement se fasse de manière progressive. Donc, on en avait une là, puis après ça, on en a une autre là. Mais la règle, c'est très simple, c'est que dès le moment qu'on a une zone qui est à plus de 50% construite, on peut commencer à entamer la zone de réserve. Et dans nos cas, on y est. Dans le cas ici, ben, il restera à développer dans la continuité là, du quartier, puis après ça, y accéder. On peut poursuivre. Donc, l'habitation, le commerce et les services, préservation de la tranquillité, de la proximité et de l'accessibilité des services, la mixité des fonctions, la cohabitation harmonieuse entre les zones. On a les PIA qui protègent le caractère authentique et patrimonial du village et les aménagements paysagers et la qualité esthétique. Donc, vous allez retrouver des normes qui sont quand même importantes, que vous n'aviez peut-être pas avant, mais ne serait-ce que d'exiger la plantation d'un arbre dans les cours avant. Et ça permet vraiment de garder une qualité du quartier, parce que l'arbre vient ajouter du caractère dans une rue, plutôt que d'avoir des maisons. Souvent, on va avoir des nouveaux quartiers, puis il n'y a aucun arbre de planter, puis le quartier vieillit moins bien. Alors que même si c'est un petit arbre au début, après ça, il grandit, puis le quartier, dans 15 ans, 20 ans, devient un beau quartier. Ça fait vraiment la différence quand on fait l'analyse de quartier dans une ville ou dans un village. Donc, c'est un exemple. Favoriser le dynamisme entrepreneurial et commercial et renforcer l'autonomie de la municipalité. Ça, c'est pour les fonctions commerciales et industrielles. Donc, on va avoir l'implantation commerciale et industrielle aux endroits les plus propices. On a identifié le long de la route 170. On veut avoir la rentabilisation des infrastructures. On veut favoriser la cohabitation harmonieuse entre les usages industriels et commerciaux plus contraignants. C'est pour ça qu'on les isole. Pour un temps soit peu qu'on est capable de leur trouver une place. C'est pas toutes les municipalités qui sont capables de trouver. C'est pas toujours évident. Préservation de l'encadrement. Pardon? Il n'y a pas de parc industriel partout. Non, c'est ça. Puis, c'est d'ailleurs pour ça l'assouplissement aussi, quand on dit dans la zone agroforestière, avoir droit à l'industrie première, deuxième transformation liée à la ressource, ben, c'est de pouvoir au moins l'implanter ou encore dans les zones agricoles là, pour les usines de transformation. Mais en même temps, comme on a ici une zone industrielle en bordure d'une route panoramique, on va avoir des normes aussi pour essayer de préserver le caractère panoramique, que ce soit pour la cour d'entreposage, pour avoir une bande boisée, ou sinon la clôture ornementale, ou faire en sorte que la cour d'entreposage soit dans la cour latérale. Maintenant, on est à l'avant-dernier thème, qui est le thème du transport. Donc, on a dans le plan d'urbanisme identifié l'artère et la collectrice, conformément aussi à ce qui a été identifié au schéma d'aménagement, la route 170, et les collectrices donnent en fait accès au noyau urbanisé, donc la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue des Coteaux. Alors, le respect des tracés par rapport aux cours d'eau et aux lacs. On a des normes, autrement dit, là, pour les routes. Et il y a des normes, entre autres, sur l'affichage, le réseau routier supérieur et l'encadrement esthétique, la sécurité, les entrées véhiculaires, les intersections. Et les normes vont être harmonisées avec le ministère des Transports pour la route 170. Et le dernier thème, qui est le patrimoine contraint. Donc, quand on parle de patrimoine, paysage et environnement, on parle aussi des zones de contrainte, parce qu'il y en a beaucoup. À l'Anse-Saint-Jean, surtout dans le secteur du village, des zones à glissement de sol et des zones d'inondation. Donc, c'est aussi ça l'objectif. Protéger les investissements, protéger le public. Donc, l'usage compatible, les moyens, on va identifier des usages compatibles avec la vocation dominante, mais de faible densité, ou encore on va avoir des normes d'harmonisation. Donc, des distances séparatrices, des écrans tampons, l'entreposage, les normes qui viennent régir l'entreposage. On va avoir aussi des dispositions particulières pour protéger l'environnement, des dispositions qui concernent les rives et le littoral, la plaine inondable, les mouvements de sol.
Ça, c'est toutes des normes qui nous viennent du gouvernement. C'est toutes des normes gouvernementales qui sont intégrées dans notre règlement. Ensuite, les constructions aux abords des lacs et cours d'eau, on va réglementer les distances. Les infrastructures, on a des normes qui concernent les dépotoirs, la localisation des sites de traitement des déchets, la protection, les rayons de protection pour les ouvrages de captage, les lignes de transport d'énergie, les sites d'extraction, il y a des distances par rapport à ça, les écrans tampons. Et on a aussi des normes, tout un chapitre qui concerne les territoires d'intérêt pour protéger nos territoires d'intérêt, que ce soit des milieux écologiques, des sites d'intérêt esthétique ou encore les cours d'eau, rivières à saumon. Ça, les normes, c'est beaucoup par rapport à l'abattage d'arbres, par rapport à l'affichage, par rapport à la restauration. Après, on a les réseaux hydrographiques aussi, la protection des rives et littorales, et les normes de sécurité et de préservation des paysages en bordure de la route nationale 170 et dans le village, je m'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop lourd. Non, c'est intéressant. J'avais une question sur le site de récupération des matériaux. Tout ça. Est-ce que c'est appelé à déménager ou si ça peut rester là encore pendant quelques années, compte tenu des considérations dont on a parlé tout à l'heure? Une question, ça peut demeurer encore quelques années. Parce qu'il y a quand même des résidences qui ne sont pas très loin de ça. Ça peut demeurer encore là quelques années. Je vous dirais qu'au niveau de la MRC, toute la partie de la récupération des matières résiduelles, c'est sous la responsabilité maintenant de la MRC. La compétence relève de la MRC. Mais les dépôts secs, les dépôts dans chaque municipalité, ils vont être pris normalement là, par les MRC, mais présentement, c'est encore sous la responsabilité de la municipalité. C'est une question de temps. Parce qu'évidemment, oui, le secteur va être évalué, parce qu'actuellement, le dépôt est trop près de la rivière. C'est pas tellement une maison comme la rivière, parce qu'il n'y a pas de matière putréfiée. Oui, c'est possible, oui. Parce que c'est plus un dépôt sec. Ouais. Et le fait qu'on soit près de la rivière actuellement, on est un peu hors norme. Donc, il va falloir relocaliser ce dépôt-là. Quand? C'est des décisions qui appartiendront éventuellement à la MRC. Oui. Parce qu'on a des municipalités ont délégué la compétence à la MRC pour la partie de toute la récupération des matières résiduelles, incluant les déchets et la récupération, et aussi les dépôts secs. Merci. On parle de la beauté des villages. On met des arbres, on avait des maisons, on met ça beau. Y a-t-il une police qui s'occupe de valider ces choses-là, dans le sens que chez nous, c'est en friche, l'été, c'est terriblement laid. On avait mis des normes, là, dans notre plan qu'on avait mis en place. On avait mis des normes que l'obligation des gens qui étaient sur le site d'aménager le terrain, ils avaient 2 ans sur le pied, sinon la municipalité s'occupait de faire les travaux nécessaires, les changements clients. Là, ça ne s'est jamais fait. Donc, les plans que vous avez là, c'est la même chose dans ton pays. Oui. Là, ce qu'on avait déposé dans le plan en 2004. Moi, je vais répondre en fonction du règlement actuel qui n'est pas encore en vigueur. Il y a un article dans le règlement de zonage où on parle que tout propriétaire, dans un certain délai, doit être conservé au moins 3 arbres. S'il ne peut pas le faire, dont un au moins en cours avant, s'il ne peut pas le faire, dans un délai, je crois, d'1 an, en tout cas, quelque chose comme ça, devra les planter ou le planter, l'arbre. Maintenant, donc, quand la personne va chercher son permis, pour le code de n'importe quel secteur qui n'est pas nécessairement dans un PIA, alors l'inspecteur va l'informer de cette obligation-là, puis il y a une obligation aussi pour l'engazonnement. C'est dans le chapitre sur l'aménagement paysager. Fait que nous autres, on va roder ça, après ça, avec
Hein, je reste en soutien là, pour l'application du règlement. Maintenant, pour votre question spécifique dans votre secteur, je ne sais pas vraiment comment c'était quoi la... Parce que là, j'étais pas là, puis j'ai pas fait donc, puis l'inspecteur qui était là. Mais souvent, je ne sais pas si vous avez un règlement comme tel sur... des fois, il y a des municipalités qui, outre le règlement d'urbanisme, des fois, on peut avoir un règlement sur les nuisances ou un règlement sur... ça peut être un règlement municipal à côté. Ça, je ne sais pas de quelle façon l'obligation était mise. Moi, je ne l'ai pas vu dans votre ancien règlement. Je ne pense pas qu'elle existe. Je ne pense pas que légalement, une municipalité peut le faire aussi. Mais de toute façon, avec le nouveau règlement, il faudra regarder. C'est sûr qu'il y a des secteurs comme le Mont-Édouard, c'est difficile d'avoir du gazonnement. Il faut avoir un aménagement qui est haut que le gazonnement. Encore faudrait-il avoir la volonté, s'assurer de la volonté des propriétaires, parce que moi je pense qu'il y a un élément de contradiction assez important là-dedans, avec la protection du patrimoine et de l'environnement, l'organisation des lieux et l'engazonnement. Pour les saisonniers, je me vois mal apporter une tondeuse à gazon ici avec le festival de la tondeuse du samedi matin. Là. On s'éloigne de la ville justement pour s'éloigner ce genre de bruit-là. Alors je pense qu'il va y avoir des discussions, à mon avis, qui vont probablement être assez mouvementées là-dessus. En fait, si le Mont-Édouard, il faudrait vérifier. Dans le secteur du Mont-Édouard, il n'était pas question de gazonnement. C'était plus un aménagement avec des fleurs sauvages et d'enrochement ou d'aménagement de rocaille. C'est exactement ça. Ouais. Maintenant, il n'est pas appliqué. Ouais. C'est en friche, les terrains sont en friche l'été. On a du tourisme qui monte chez nous, puis il y a beaucoup de touristes. Et c'est ailleurs, c'est gênant. Dans le règlement actuel en vigueur, est-ce qu'il y a eu un amendement relatif à ça, l'aménagement des terrains? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Sur le règlement des nuisances, les terrains doivent être entretenus normalement. L'herbe ne doit pas être laissée aller, puis les terrains doivent quand même être entretenus. Fait que je pense qu'avec le règlement sur les nuisances, on peut quand même avoir un certain contrôle là, sur l'aménagement des terrains. Donc, ça serait plus à ce niveau-là, je pense, qu'il faudra agir. Est-ce que ça serait possible de prévoir un aménagement particulier pour les secteurs en montagne? Moi, je sais que c'est pas particulier chez nous. Là. On va au Val-du-Mois, puis c'est le même problème qui existe. Les possible d'avoir quelque chose? Ben, on va y aller. C'est une bonne chose d'anticiper. Donc, on a un chapitre sur l'aménagement des terrains. Puis, j'abonde dans votre sens. Avez-vous le numéro du chapitre? Oui, c'est le chapitre 14. Oui. Et j'abonde dans votre sens. On n'a pas nécessairement... on va retrouver ça dans des municipalités qui ont le souci d'avoir un caractère paysager, puis on veut préserver le caractère paysager, avoir un esprit, avoir quelque chose qui est esthétique, puis éviter que les terrains soient pas soignés. Là. Donc, l'objectif serait là. Maintenant, il serait tout à fait possible d'aller modifier pour mettre des secteurs, par exemple, dans le secteur Mont-Édouard. Moi, ce que j'ai là-dedans, c'est la préservation du relief. Alors ça, il y a beaucoup de choses qui sont standards qu'on va retrouver aussi dans la majorité des municipalités. L'engazonnement d'une aire libre, c'est quelque chose qui est standard aussi habituellement, on retrouve ça. C'est comme, dans le fond, on n'est pas obligé de mettre de la tourbe, du gazon qu'on tombe, mais on s'entend que c'est une couverture végétale. Alors, tu sais, sauf pour un terrain vacant, situé à l'extérieur des périmètres urbains, toute partie d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas occupé par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée, ou autre aménagement de même nature, doit être nivelée et recouverte de gazon ou de plantes couvre-sol. Donc, c'est comme un minimum, pour ne pas laisser ça en boue. Pour un terrain où il y a une résidence. Oui. Ah oui. Mais est-ce que c'est prévu? Donc, ça, c'est pour un terrain vacant situé à l'extérieur des périmètres urbains. Toute partie d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une aire pavée, dallée ou gravelée, doit être nivelée, recouverte de gazon ou de plantes couvre-sol. Au sens du paragraphe précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue utilisée pour des fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue. Donc, ce qui n'est pas occupé ce qui n'est pas construit.
Ensuite, vous avez les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant. Donc, c'est une panoplie d'articles qui permettent justement d'essayer de préserver un certain esthétique. L'aménagement d'aires privées pour les habitations arrangées, ça me concerne. La question des arbres que je peux... Il y a le traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel, pour faire en sorte qu'il y ait un minimum d'aménagement pour que ça soit esthétique. Dispositions particulières pour les terrains commerciaux ou industriels en bordure de la route 170 ou de la route des Coteaux. Donc ça, c'est vraiment un moyen qu'on a, un article, pour préserver le caractère esthétique, parce que c'est des routes panoramiques. Mais ça, pour la conformité au schéma d'aménagement, on se doit de trouver des moyens. Ensuite, on a l'entretien des terrains. Plantation d'arbres. Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur un terrain vacant doit soit conserver un minimum de 10% des arbres qui sont sur son terrain, pour un minimum de 3 arbres, dont au moins un se situe dans la cour avant, soit planté dans un délai de 18 mois, compté de la date de délivrance du permis de construction, le nombre d'arbres nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait au moins 3 arbres sur son terrain, dont au moins un arbre dans la cour avant. Cette disposition ne s'applique pas à un terrain où est exercé un usage appartenant aux classes d'usage agricole ou agroforesterie ou foresterie. Évidemment, parce qu'on parle de terrain où on pourrait faire de l'abattage d'arbres. Ce n'est pas des terrains résidentiels. Donc, on vise principalement les terrains résidentiels, les terrains de villégiature. Si je comprends spécifiquement le mot Edouard, ça veut dire que le terrain pourrait être, par exemple, recouvert de plantes végétales. Oui, c'est ça. Avec couvre-sol, plante couvre-sol. C'est pas obligatoire d'avoir du gazon. Du gazon. Couvre-sol, c'est correct. C'est ce qu'on voulait pas d'ailleurs. J'ai une question ici. Donc, en vertu ici, ça va être applicable. Puis s'il y avait des plaintes, je ne crois pas qu'il y ait des droits acquis là-dessus. À partir du moment où le conseil veut faire appliquer, ben là, il y aura des resserrements. Ça va être souhaitable de le faire, vu qu'on est en milieu montagnier avec l'eau, sinon il y a beaucoup d'érosion, puis ça fait que exact. Le sol se retrouve tout dans les fossés, tout ça. Donc c'est sûr que ça va être important. Si vous souhaitez que ce soit un centre 4 saisons, il faut que ça soit beau aussi. Oui, 4 saisons. J'ai quelqu'un, je m'excuse. Oui, concernant des arbres, vous nous dites, est-ce que c'est encore dans le chapitre 14, puis avez-vous un numéro d'article là-dessus? Oui, c'est la plantation, conservation et abattage d'arbres. 14.4. 14.4. C'est ça. Okay. Mais là-dedans, il y a des... comme conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre, c'est un article qui est reporté du document complémentaire du schéma. Donc, il y a des choses là-dedans qui sont obligatoires pour le respect à la conformité. Plantation d'arbres, c'en était pas un, mais par contre, c'est des moyens pour essayer de réaliser des objectifs. Parce que ça, c'est sûr qu'à la réglementation, ça, c'est des moyens, c'est vraiment notre outil pour essayer d'atteindre nos objectifs, nos orientations. Oui? Oui, j'aurais d'autres questions, si vous permettez. Vous avez parlé de zones de conservation avec le parc national, oui. Mais est-ce qu'une municipalité peut définir aussi des zones de conservation, comme créer ce qu'ils appellent des parcs régionaux, des trucs comme ça? Oui, ça serait possible, tout à fait. Okay. C'est certain. Du moment que c'est compatible, du moment que en dehors des périmètres urbains, les usages principaux, les usages compatibles sont définis par la MRC. Donc, il faut qu'on rentre dans ce cadre-là. On peut être plus restrictif, mais on ne peut pas être plus permissif. Donc, dans les zones, par exemple, forestières, on a une forêt, c'est un bon exemple, on a une forêt ancienne du lac Poulin. Si on avait voulu dire, l'affectation forestière, on a des usages autorisés dans l'affectation forestière, mais qu'on avait voulu vraiment venir circonscrire, faire une zone spécifique, si on avait été capable avec un forestier, un ingénieur forestier, de dire, bon, ben, là, votre forêt, ben, à moins que ce soit un tout petit point, on aurait pu dire, ça va être conservation et ne permettre que des usages d'interprétation, de sentiers, de conservation.
Là, vous êtes au lac Poulin. Là. Ça, tout ce secteur vert-là, ça fait partie du territoire de la municipalité? Oui, C'est tout toute ça. la municipalité. Qui inclut donc des ZEC et tout ça. Là. Oui. Mais ça, il y a 3 TNO OK. En haut. mais c'est grand, c'est Oui. Madame, toujours en fonction de l'organisation, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour aborder la question de l'éclairage des rues en termes d'harmonisation, par exemple? Parce que ça, j'imagine que ce ne sera pas facile ici, là, parce qu'on a la partie ancienne, ou la partie originale du village, puis ensuite on a la partie du nouveau développement autour du Moindroit. Je comprends pas, je suis pas sûre de comprendre. Ben, c'est-à-dire que dans notre secteur, on a un certain type de poteaux de lumière. Est-ce qu'on pourrait envisager à un moment donné d'avoir une certaine harmonisation sans nécessairement remplacer tous les poteaux de lumière partout dans le village, mais est-ce que ça a été abordé ou est-ce que ça a été pensé quelque part? Non, c'est pas vraiment un objet qu'on va retrouver dans un règlement de zonage. Ça va plus être dans la planification de la ville lorsqu'elle construit ses routes par rapport à son mobilier urbain et à son choix de mobilier urbain. Parce que vous conviendrez avec moi que ça a une drôle d'importance dans un quartier résidentiel. On parlait d'harmonie tout à l'heure. Je pense que ça Tout à fait. des choses. Tout à fait. Ben, ça peut être, par contre, dans un PIA, on va parler d'éclairage, de respecter la direction des éclairages. La densité. Oui, exact. Mais pour l'éclairage municipal, on ne retrouve pas ça habituellement dans un règlement de zonage. Je crois qu'il y avait une question par là. Ou monsieur, Oui, moi j'en ai une autre question qui peut paraître naïve, là, mais moi je vais avoir la chose claire. Je suis un promoteur, je vais installer un gros hôtel à Nantes-Saint-Jean. J'achète des terrains, qu'est-ce qui me permet de le faire ou de ne pas le faire avec le plan d'aménagement d'urbanisme dont vous nous parlez? Ben, il y a des zones où c'est pas autorisé. Mais là, actuellement, il y a des zones où c'est autorisé. Les zones principalement pour mes gros hôtels, Oh, disons, je sais pas, 100 chambres. Bon, actuellement, dans les périmètres urbains, dans les zones mixtes où on autorise le commerce, les zones habitation, ça n'est pas autorisé. Vous avez des zones commerce et habitation où habituellement, écoutez, je vois, faudrait que on a une grille d'usage. Dans notre grille d'usage, selon les usages autorisés, on a un usage qui s'appelle hébergement. Dans le secteur récréo-touristique, l'hébergement est autorisé. Jusqu'à quelle densité? De façon très particulière. Je veux dire, il faudrait que j'aille voir dans la grille très spécifiquement. Autour de les zones, la V25, autour du Mont-Édouard, la haute densité est permise. Sûrement. Puis les zones CH, les zones commerce et habitation. Ouais. Les hôtels, ça serait là. La route 170, ça serait comme ici. C'est ça. Ce que vous avez en rose foncé fuchsia, là, Oui. on va retrouver l'usage hébergement. Puis ensuite, dans le Mont-Édouard, pour la zone V24, la zone qui est centrale, où on en trouve déjà, où on trouve déjà des auberges. C'est une bâtisse de propriété multiple, mais c'est quand même 40 quelques unités. 42. Est-ce que ça répond? OK, donc c'est les zones fuchsia et tout ça. Là, puis, Commerce et habitation. OK. Non, c'est parce que je regardais dans le résumé, là, puis je ne voyais pas ça là, au niveau de l'aménagement de bâtiments multiples. Puis l'année, il ne faudra pas que C'est sûr que le résumé. 170. Le Son hôtel est long à 170. Sur le plan, la traite touristique. Moi, les spectateurs trouvent mon résumé trop long. Parce que quand c'est publié, c'est pas évident. Mais par contre, vous pouvez venir consulter, par exemple. Ouais. C'est sûr que c'est... Est-ce que les cartes sont accessibles sur le web ou le seront? Oui. Ben, normalement, regardez, aujourd'hui, tout est sur le web. Je pense que même les règlements devraient être sur le web. Nos règlements municipaux sont sur le web, donc ça va l'être aussi. Ouais, c'est adopté. Quand ils sont adoptés, Ces cartes-là, là, vous avez au mur, on a, tu sais, c'est... oh, oui, ça fait partie du règlement. C'est intéressant. Ben oui, c'est super intéressant, ça. Maintenant, quand vous parlez d'hébergement commercial, non, son nom c'est éclairage, et Airbnb. Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques que les gens peuvent avoir le droit d'installer Airbnb ou si j'avais compris? Bon, actuellement, la réglementation
on n'a pas de réglementation provinciale. C'est pas on s'attend qu'il va y avoir une réglementation provinciale. Il y a des grandes villes qui ont commencé à avoir de ça. Exactement. Il y a des grandes villes, oui. Puis la ville de Saguenay commence à y réfléchir aussi. Pour le moment, le Airbnb va être contrôlé par ce qu'on a dans le règlement, ça va être, on va parler de résidence de tourisme. Et le résidentiel de tourisme, vous avez dans le règlement, c'est dans le chapitre 12, pour la résidence de tourisme, avec des normes. Bon, d'abord, la résidence de tourisme va être autorisée. La définition, en fait, il ne faut pas que ce soit pour une location de plus de 30 jours. Donc, c'est 30 jours au moins pour la location. Et elle va être autorisée pour les usages unifamiliaux, l'habitation unifamiliale, ou encore bifamiliale, ou encore la résidence de villégiature. Donc, un immeuble à appartement qui se met à faire du Airbnb, là, il n'est pas correct. Il pourrait avoir une plainte, puis il pourrait faire l'objet d'une sanction. C'est ce qui est à Montréal, d'ailleurs. Oui, il y a un nombre total de jours dans une année où on permet ce genre de location. C'est pas la même chose, ça. Ça, c'est pas la même chose. Le nombre de personnes maximum. Oui, c'est ça. Bon, il y a différentes règles qui sont dans votre règlement. Ne peut pas y avoir qu'une seule résidence de tourisme par emplacement. Autrement dit, on ne peut pas faire une chambre dans le garage à côté ou se mettre à louer le garage à côté qu'on a aménagé avec un divan et un lit. Là. Donc, c'est la résidence qui peut être louée et non pas un bâtiment complémentaire. Ne peut accueillir plus de 10 personnes en même temps. Donc, il y a quelqu'un qui fait du Airbnb à côté, puis c'est le party à tous les soirs parce que là, il se ramasse 10 dans la maison à côté. S'il fait une plainte, bien, l'inspecteur, il y a moyen d'agir parce que ça dit dans le règlement qu'il ne peut pas y avoir un nombre maximal de personnes. On se comprend que le règlement de zonage, c'est toujours... Pas toujours, mais il y a certains articles dans le règlement qui sont là pour éviter les abus. Parce que sur le plan du contrôle du territoire, on ne peut pas tout contrôler, peu importe la grosseur de la ville, parce que chaque ville engage un nombre d'inspecteurs optimal. Donc, autrement dit, les inspecteurs ne peuvent pas arpenter les rues et contrôler à tout moment. Mais par contre, quand l'article existe, il permet d'éviter les abus, puis quand il y a de l'abus, ben en fait, il y a un bris d'harmonie. Et là, c'est là qu'arrive une plainte, mais on a l'article qui permet d'agir. Pour éviter, par exemple, que je me construise une maison, que je fasse du Airbnb à l'année longue parce que je ne vais jamais. Ouf. Mais ça, c'est difficile à Dans les contrôler. grandes villes, je pense que c'est ça qui C'est ça, exactement. Le malaise actuellement, c'est ça. C'est ça. Et puis ça, c'est très difficile à contrôler. C'est extrêmement difficile pour le moment à contrôler. Mais C'est très difficile aussi à contrôler. c'est ça. Ah oui, absolument. Ça prend des inspecteurs à tous les points de vue, presque. Même si vous y allez, on dit que si j'y vais jamais, c'est clair que le but est clair. Oui. Mais même si vous construisez une belle maison à l'Anse-Saint-Jean et que vous vous dites, bon, je vais y aller, c'est quelque chose, 3 fois 1 mois par an, ce qui serait normal, il reste qu'aujourd'hui, les gens qui investissent raisonnent en fonction du fait que les 9 autres mois où ils ne vont pas y aller, ils vont faire du Airbnb parce que c'est rentré dans leur calcul financier d'amortissement de la maison. Et ça, il faudrait qu'on puisse leur dire à l'avance. Ne comptez pas là-dessus parce que chez nous, ça n'ira pas parce qu'on a prévu qu'il y avait un quota ou parce que il faut y réfléchir à l'avance parce que, bon, moi je ne suis pas en faveur de tout ça, bien sûr, mais d'un autre côté, même je pense à ces gens qui investissent et puis après, on va leur dire 1 an plus tard, bon, vous pouvez plus faire ça, c'est pas gay non plus. Voilà. Mais pour ceux qui ont des résidences touristiques, est-ce que ça leur prend un permis municipal? Oui, normalement, oui, parce que c'est un usage complémentaire. À l'habitation, les usages complémentaires demandent d'avoir un permis. Et non seulement ça, on dit l'usage est assujetti à la loi sur les établissements d'hébergement touristique et son règlement.
chapitre E 14.2 R1. Et en ce sens, l'obtention de l'attestation de classification prévue à l'article 6 de la loi sur les établissements d'hébergement touristique est obligatoire. Donc, la municipalité peut limiter la quantité d'hébergement touristique. Ben, en fait, la personne doit avoir son permis. Ça ne veut pas dire qu'elle peut limiter, mais admettons que vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui fait de la location et qui est plus une résidence de touriste que sa résidence à lui. À ce moment-là, vous pouvez demander à ce qu'il y ait une inspection qui se fasse pour s'assurer qu'il a au moins obtenu son permis, sa licence. Une inspection municipale. Son attestation. L'usage est assujetti L'attestation à de la la loi. CTQ Et l'obtention de l'attestation de classification est obligatoire pour la résidence Si de la tourisme. municipalité n'a pas l'autorisation, il ne peut pas avoir la CTQ. Exactement. C'est l'inverse. Pardon? S'il n'y a pas l'attestation municipale, il ne peut pas avoir la CTQ. Non, parce que la CTQ, maintenant, quand quelqu'un fait une demande pour une accréditation, communique avec les municipalités pour voir si ça répond à leur demande, puis le secteur est permis. On a compris les demandes de la CTQ. OK. Donc, jusqu'à maintenant, là, pour les résidences, là, on parle de Airbnb, là, on n'émettait pas là, de certificat d'autorisation. Pour ça, vu que la CTQ faisait déjà le travail. Oui, je comprends. En fait, ce qu'il faut qu'on. Le Airbnb, la résidence de tourisme, c'est comme si on faisait une location à l'année longue pour des séjours de 30 jours ou moins. Le Airbnb, c'est un peu différent. C'est né de l'intérêt pour des gens qui faisaient des voyages, de dire, ben, pendant que je ne suis pas dans ma maison, je vais louer ma maison. Donc, puis la ligne est là. Ça a commencé par des échanges. Parce que là, il y a des gens qui sont sur Airbnb, mais qui sont plus comme une résidence de tourisme. Donc, puis c'est pour ça que ça demeure difficile à contrôler, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est vraiment... Parce que le Airbnb, dans le fond, c'est un moyen. Donc, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de louer sa maison ou de prêter sa maison, dans le fond. Quand il part en voyage pour 2 semaines ou pour 1 mois, ou il dit, moi, je m'en vais faire le tour du monde 6 mois ou 3 mois, puis je loue ma maison, ou l'été, je m'en vais en Floride, puis je loue ma maison pendant que je vais en Floride. Je pense que ça, c'est pas tout à fait ça le but, mais c'est plus l'usage commercial. Quelqu'un que ça devient vraiment comme un usage commercial. Et c'est là que c'est difficile de distinguer Parce que la résidence de tourisme, c'est comme un usage commercial, dans le fond. C'est comme en faire un usage commercial, c'est que on loue pour 30 jours ou moins et on a besoin d'une attestation. C'est comme un gîte, hein? C'est comme un usage commercial, entre guillemets. Un gîte, la personne réside, elle est propriétaire résidente et elle loue des chambres. Dans ce cas-ci, la résidence de tourisme, elle loue la maison. Mais sauf que si ça devient récurrent, ben là, ça devient, ça prend l'attestation. C'est plus seulement, comme au début, l'usage qu'on faisait du Airbnb quand ça a débuté. Hein. Oui, sur votre dialogue, je vais juste me rapporter une petite précision. J'ai eu une discussion avec le procureur de la municipalité relativement aux résidences de tourisme. C'est sûr que quand ils demandent leur permis, puis que bon, on donne les approbations, c'est tel que tel, ils se retrouvent en. La problématique, c'est que souvent les gens ne viendront pas demander de permis. Ils vont simplement s'afficher sur Airbnb, ils vont louer. Et moi, j'avais discuté avec l'avocat, j'ai dit, tu sais, admettons que moi, tu sais, je sais qu'il y en a un là, qui loue à l'année. Il est sur Airbnb, puis il n'a jamais demandé d'autorisation à la municipalité. Comment je fais pour le pogner? Concrètement, moi, comme municipalité, qu'est-ce que je peux faire? Puis lui, ce qu'il m'expliquait, il dit, c'est excessivement difficile. Parce qu'il faut se montrer un dossier, puis il faut que ce soit solide. Il me donnait des exemples. Il me disait, par exemple, là, tu parques ton inspecteur municipal pendant 1 mois en face de la maison, puis tu prends des photos de toutes les plaques d'immatriculation des autos qui sont tout le temps différentes à chaque jour. Ça ne sera pas suffisant comme preuve devant un tribunal. J'ai dit, admettons que j'arrive au tribunal, là, puis j'arrive avec l'annonce sur Internet du gars, avec son adresse, bonjour, je loue ma résidence de janvier à juillet, et c'est tel prix, puis à la journée ou à la semaine. Et il loue pas au mois, puis il dépasse pas son 30 jours. J'ai dit, si j'arrive avec l'annonce, est-ce que je suis capable de le pogner? Il m'a dit non, parce qu'il dit, c'est pas le fait qu'il s'annonce qui fait qu'il est coupable, c'est le fait qu'il loue.
Ça fait que même avec l'annonce, ça serait pas suffisant pour être capable de le pogner. Fait que, nous autres, de notre côté, ça devient difficile aussi de pouvoir monter des dossiers pour réussir à agir sur ces personnes-là. Et ben voilà, là, donc dans le fond, nous, ben oui, on essaie de travailler le plus possible là, pour essayer, oui, de faire une réglementation. Et peut-être, j'avais discuté avec Richard Perron, là, peut-être faire une action, je dirais, qui est plus collective. Parce que si c'est juste la municipalité, mettons qu'on dit, ben, montez vos dossiers et essayez d'agir, ça devient excessivement difficile, puis on va mettre énormément de temps, énormément d'énergie, puis sur 30 personnes fautives, peut-être qu'on va réussir à en empoigner vraiment un ou deux, qu'on va réussir à mettre une sanction, et les 28 autres, on ne sera pas capable là, de le prouver. Tandis que je pense que si on est capable de faire une action qui est collective en termes de municipalité, et que les gens qui sont hors loi, qui sont illégales, ben, on leur envoie un message clair de dire, ben, écoutez, dans notre municipalité, nous autres, autant la municipalité qu'autant les hébergeurs, on ne veut pas ce type d'éléments-là, puis on est prêt à agir pour essayer de limiter cette utilisation-là. Je pense que ça aura un pouvoir, c'est beaucoup plus puissant que de simplement essayer là, de monter des dossiers juridiques, puis essayer de les pogner, puis essayer de donner des sanctions, parce que ça va être énormément de travail, puis pour des résultats qui risquent d'être minimes. On va diviser aussi la popularité. Ceux qui sont légaux, ceux qui sont illégaux, ça va être la confrontation. C'est ça, on va se retrouver dans une question de répression, puis dans une situation de confrontation, là, davantage que dans un esprit de collaboration. Je pense que, inviter les gens, de dire on a une problématique, on aimerait ça que vous participiez, puis que vous vous inscriviez à la CITQ, puis que vous soyez sur le même pied d'égalité et en même équité que l'ensemble des autres hébergeurs qui, eux, se sont conformés, que ce soit des gîtes, que ce soit des résidences de touristes qui se sont accréditées à la CITQ. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait faire un pas en avant. Donc, c'était juste un petit complément d'information avec les discussions qu'on avait eues jusqu'à maintenant. C'est l'inspecteur, il fait un beau malade. Hein? À Québec, là-bas, il fait un beau malade. C'est lui, les inspecteurs. Est-ce qu'il va réussir? Mais, c'est sûr qu'en même temps, il y a quand même une certaine réalité. C'est quand on se dit, par exemple, que la Ville de Québec décide de prendre l'action, on s'entend que la Ville de Québec a plusieurs inspecteurs, la Ville de Québec a un service juridique à l'interne, la Ville de Québec a énormément de ressources pour être capable d'agir et attribuer des gens à certains dossiers. Quand on parle d'une municipalité comme l'Anse-Saint-Jean, moi je suis directeur général, j'ai Jérôme, il y a l'adjoint, après ça, oui, on a les deux journaliers, mais c'est pas leur mandat d'aller donner des sanctions aux citoyens. On essaie de travailler un peu avec les moyens qu'on a, puis on n'a pas d'avocat à l'interne, donc c'est sûr qu'on a un procureur, c'est des frais quand on veut engager ces dossiers-là. Puis oui, d'un côté, on a une problématique, mais en même temps, on a quand même un certain respect, un certain contrôle de l'argent des citoyens au niveau de leurs taxes. On ne veut pas faire un puits sans fond avec ça non plus. Donc, je pense que c'est d'essayer de travailler ensemble et de dire, ben, est-ce qu'on est capable là, de pouvoir mettre en place des procédés qui vont nous permettre de contrôler cette situation-là, puis d'amener les gens, comme on dit, à collaborer, qui est beaucoup plus intéressant si ça vient d'eux-mêmes, si on les amène à travailler avec eux, que si on arrive avec le bâton, on lui dit là, on va tout vous taper sur la tête là, à chaque personne qu'on va poigner qui réagit de manière non voulue. Donc, je suis récapitule bien, c'est qu'on lance les noms, qu'on va rencontrer, c'est peut-être ça, ou comment est-ce que tu fais ça? Ben, j'ai déjà eu une discussion avec Richard à ce niveau-là, puis on est en train de préparer un petit quelque chose là, avec l'ensemble des hébergeurs de l'industrie touristique là, pour être capable d'avoir une force de frappe et d'avoir vraiment une action qui va être collective. On va à l'hôtel et vite, puis tous les chalets qui sont loin Airbnb, ça fait une certaine frustration parce qu'on paye des taxes, on paye des oui, on est conscient, puis ce que je dis souvent au service d'urbanisme, je l'ai même dit là encore, j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui avec Mélanie, c'est que nous, notre rôle, c'est d'assurer une équité envers la population. Le but, c'est pas de dire oui, c'est pas de dire non, c'est de s'assurer que quand on prend une décision, que l'ensemble des citoyens sont traités sur une base équitable en fonction d'une réglementation. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, si on a des gens qui nuisent à d'autres parce qu'ils sont illégaux, ça, dans cette situation-là, effectivement, je pense qu'on doit agir. S'il y a des gens qui agissent, s'il y a des gens qui nuisent à d'autres, mais que tout le monde respecte la réglementation, ben, dans ce cas-là, c'est peut-être des critères autres que la responsabilité de la municipalité là, qui est en cause. Mais effectivement, dans ce cas-là, s'ils sont illégaux, oui, on a un problème d'équité.
je pense que votre initiative première de faire une communication générique, de ne pas prendre les gens de front, est certainement louable. Je pense qu'il faut au moins faire savoir à ces gens-là qu'on n'est pas d'accord et que ça nous pose des problèmes. Donc ça, je pense que c'est très louable. Dans un deuxième temps, ce que je dirais, c'est que espérer après ce message que les gens s'inscrivent au CITQ, c'est un peu difficile à imaginer. Pourquoi? Je vous donne un détail. J'ai construit un gîte moderne, j'y ai investi beaucoup d'argent, etc., etc. Les gens sont venus voir la CITQ, ils étaient très contents. Ils m'ont quand même fait une remarque. Les éviers dans les chambres sont un demi-pouce trop bas. Ah, ça c'est OK? Et donc, j'ai quand même une remarque. Est-ce que vous imaginez que la CITQ qui va aller se balader dans les 37, dans les 37 personnes qui font ce genre d'activité chez eux à la maison, la CITQ ne devrait, à mon avis, l'église ne va pas être au bon endroit, etc., etc. Ils sont dans un autre business que le nôtre. Les locations se font au quart du prix des nôtres, au quart du prix. Donc, rien que payer la CITQ $400, ça veut dire qu'on va devoir louer 2 mois pour attraper la CITQ. Je pense que s'imaginer qu'ils vont s'enregistrer, et c'est l'idée. Ben, tu sais, écoutez, c'est certain que si on commence à faire une communication, je ne m'attends pas à ce que le problème soit réglé à 100%. Est-ce qu'on est capable, en faisant une communication, de déjà ramasser peut-être un 10%, un 20%, qui eux vont décider de se conformer? Je pense que c'est déjà un début. Après ça, on regarde, on dit, bon, maintenant on a avancé un peu. Quelle est maintenant l'ampleur de la problématique? Est-ce que j'en ai réglé 7, il m'en reste encore 30? Bon, ben là, dans cette situation-là, est-ce qu'on passe à un autre niveau? Tu sais, je pense qu'il faut essayer d'y aller graduellement. Je pense qu'une première communication, on est peut-être capable d'en convaincre quelques-uns. C'est une bonne idée. Puis après ça, on va essayer justement de venir le grader parce que c'est sûr qu'on ne sera jamais capable d'éliminer ça à 100%. Et si on est capable de le ramener à un niveau qui est acceptable, si on a juste 3-4 qui sont illégales, qu'on a plus de misère à pogner, sont plus réfractaires, là, on devrait aller en procédure juridique, on dit bon, mais les autres, écoute, on les aime pas, on va peut-être les toffer. Au moins, on vient quand même de réduire la problématique de vous. Je pense que c'est un work in progress, puis je pense que, tu sais, à chacune des actions qu'on va faire, graduellement, on va réévaluer la situation, on va dire, ben maintenant, c'est quoi qu'on pourrait faire qui serait une coche au-dessus pour justement là, venir convaincre les gens qui sont plus récalcitrants ou que les autres se disent ben moi ça m'intéresse pas la CITQ, il va falloir que je réinvestisse dans mon condo, j'ai déjà mis de l'argent, ça m'intéresse pas. Bon ben, comment est-ce qu'on peut agir? C'est toute la réalité aussi des commerces, c'est des commerces dits saisonniers. Là. C'est pas encourageant pour quelqu'un qui cherche un emploi de venir travailler ici tout en sachant la difficulté d'avoir à se loger pour une période de 2 ou 3 mois. Là. Oui, effectivement, ça c'est une autre réalité là, qu'on discute, je vous dirais, là, depuis quelques semaines, d'ailleurs de manière plus intense. Parce qu'effectivement, tu sais, c'est une personne qui dit, ben moi, si je loue au mois, puis je sais pas, moi je loue 700$ par mois pour un loyer, avec un bail sur 1 an, mais que si je décidais de faire du Airbnb, je serais capable de rentrer 300$ par semaine, mais il va se dire, ben peut-être que je vais me mettre en Airbnb plutôt que de faire un loyer, que là, tu sais, bon, puis là, je serais vraiment au niveau du résidentiel davantage, là, parce que ce serait du locatif. Là. Quand on connaît la problématique de la main-d'œuvre disponible maintenant, s'il faut qu'on ajoute un obstacle comme ça, la difficulté de se trouver de l'hébergement pour faire un travail qu'on a un contrat de 3 mois ou quelque chose comme ça. Ça, avec un contrat de 3 mois, ça va toujours être problématique. C'est pas particulier chez nous. Depuis l'avènement d'Airbnb, on dirait que c'est plus compliqué. C'est pas particulier chez nous. Tous les municipalités, tous les sites vivent le même problème. Souvent, les entreprises qui font, c'est qu'ils vont acheter une propriété, qu'ils vont louer à leurs employés l'été, puis quand d'autres saisons, vont pouvoir l'offrir en Airbnb. C'est vrai? C'est vrai? Oui. C'est l'autre facette du problème. C'est l'autre facette du problème. Admettons que par un coup de baguette magique, les 37 en question disent bah oui,
on va obéir, on s'inscrit tous au CTQ, on a un autre problème. Parce que là, on va être en surcapacité, puis on va Ils vont être légaux, au moins ils vont être. Je vais passer Richard avant, il y avait levé sa main, excuse-moi, Eric. Oui, ça fait un petit bout. Vous avez une question, puis ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Là, c'est dans un monde idéal, tout le monde est CTQ. Est-ce qu'on peut, par réglementation, déterminer, ben nous, à l'Anse-Saint-Jean, on va accepter d'avoir 110 hébergements, pas plus. C'est pas en vertu du règlement de zonage. Pardon? C'est pas en vertu du règlement de zonage, ce serait plus un règlement municipal. Et légalement, je ne suis pas sûr que Moi non plus. Je pense que c'est ça. Mais pour un règlement d'urbanisme, on ne va pas là-dedans. Mais je ne suis pas non plus certaine comme M. le maire dit. Mais les grandes villes le font. Mais il y avait une question aussi oui, pour c'est peut-être plus une intervention. La discussion est louable, est intéressante et est essentielle. Mais je crois qu'on s'écarte un peu parce qu'on a une rencontre pour la présentation du schéma. Et puis, il y a un comité qui a été organisé avec le comité touristique. M. Richard en fait partie. Puis je crois qu'il va y avoir des rencontres, des discussions pour pallier à toutes ces interrogations-là. Fait que peut-être que moi, j'aimerais peut-être qu'on revienne plus au niveau technique, au schéma, la présentation du schéma. Mais si je me trompe, on peut continuer. Je sais que c'est une préoccupation. C'est une préoccupation, il faut s'en occuper. On est d'accord. Si on construit une maison, pour une location, je pense que l'municipalité va dire, mais écoute, ça va être Airbnb. En tout cas, au départ, que c'est sensibilisé à la demande du permis. Comme on dit, je rénove la maison, je vous la moi que c'est sensibilisé à commencer. Je dirais, tu sais, on a eu par exemple certaines situations, puis tu sais, si par exemple une personne veut faire de la location de moins de 30 jours, puis mettons qu'il est dans le résidentiel, on a eu maintenant une situation à quelque part, puis on disait, ben, si tu fais de la location de moins de 30 jours, on ne peut pas te donner ton permis. Fait que là, la personne arrive sur son permis, puis elle dit, ben c'est beau, je vais faire de la location de plus de 30 jours. Puis il écrit plus de 30 jours sur son permis. Fait que là, un coup qui nous dit, ben je fais de la location de plus de 30 jours, là, moi, je peux-tu présumer qu'il va en faire moins? Est-ce que je vais lui interdire son permis parce que je dis non, moi, là, je l'écoute, je le regarde, là, puis je pense qu'il va faire du moins de 30 jours, fait que son permis, je ne donnerai pas. Ça devient excessivement difficile, fait que la personne va écrire son permis, il va faire du plus de 30 jours. Là, c'est beau, il est parti se construire, puis finalement, il fait du moins de 30 jours. Après ça, il faut que je prouve qu'il fait du moins de 30 jours, qu'il ne fait pas du plus de 30 jours. Et c'est là que la difficulté survient. C'est sûr que le contrôle, comme je disais, dans le fond, on met des choses dans notre règlement. Les moyens de contrôle, c'est pas toujours évident. Mais par contre, quand on a vent ou on croit qu'on est devant un abus, en tout cas, au moins, on a des normes. Je vous pas, ça s'en vient. D'autres questions? Il y a un comité pour ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à... S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être parler un petit peu de la procédure, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, bon, ça c'est un petit peu plus ma partie, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, lundi, la semaine prochaine, on va passer là, un deuxième projet de règlement qui touche principalement là, les usages conditionnels. L'usage conditionnel, je vais discuter un petit peu avec Jérôme, tu me corrigeras, mais je crois que c'est davantage là, la possibilité de permettre l'industrie artisanale là, dans le secteur. Là. OK. Donc, ça, c'est un règlement qui est particulier. Et ça, il va avoir, là, en tout cas, on va passer le deuxième projet de règlement, il va avoir une demande de soumission. Ça, dans le fond, ça fait en sorte que si les citoyens ne sont pas d'accord avec les dispositions du règlement d'usage conditionnel, ben, ils peuvent expliquer leurs raisons et avoir un nombre de signatures minimales qui est requis. Et à ce moment-là, s'ils ont le nombre minimal de signatures qui est requis, ben, on va devoir faire le processus normal référendaire. Autrement dit, on doit ouvrir un registre pour que les personnes s'enregistrent. Et si on a un nombre minimal de signatures, on va tenir un référendum. Et si on n'a pas de demande de soumission relativement à ce règlement-là, ben là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de passer par le processus référendaire parce qu'on n'aura pas eu d'indication ou de position sur les gens du secteur. Ça, c'est ce qui s'en vient lundi la semaine prochaine. Après ça, le 15 avril, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les avis de motion au niveau de l'ensemble de ces règlements-là. Quand on va passer les avis de motion le 15 avril, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va travailler en parallèle avec les deux règlements, le règlement de 1989 et les nouveaux règlements. Et en règle générale, ça va toujours être le règlement le plus sévère qui va s'appliquer entre les deux.
Donc, à partir du 15 avril, on va avoir un switch. Là, tu sais, les gens qui vont demander des permis, ben, ça va tout le temps être, c'est lequel le règlement le plus sévère, puis il va falloir que tu respectes ce règlement-là jusqu'à temps que le processus soit terminé. Ensuite, dans la semaine du 22 avril, on va faire les adoptions de règlement. Et un coup, on va faire les adoptions de règlement, je vous dirais, là, jusqu'à la fin avril, le mois de mai, là, on a diverses procédures. Par exemple, il va y avoir des avis au niveau de la Commission municipale du Québec. Ça signifie que si les citoyens le désirent, ils peuvent demander à la Commission municipale du Québec qu'elle se prononce à venir dire est-ce que les règlements qui ont été déposés sont conformes au plan d'urbanisme. On a déjà la MRC qui fait le travail, mais si des citoyens ressentent le besoin, si on a 5 signatures pour un règlement, mais dans ce cas-là, la Commission municipale va se pencher. Là, c'est des délais supplémentaires d'analyse qui surviennent par la suite. Après ça, on va avoir aussi des procédures d'enregistrement pour regarder si on doit tenir un référendum, spécifiquement pour le règlement de lotissement et le règlement de zonage. Donc, il va y avoir des avis publics là, qui vont être émis 7 jours avant l'ouverture des votes. Pas des votes, mais de la période d'enregistrement. Et à ce moment-là, ben, à la période d'enregistrement, s'il y a des gens qui veulent qu'on tienne un référendum sur le lotissement ou le zonage, ben, dans ce cas-là, ils peuvent venir signer le registre. Et si on a un nombre minimal de signatures, je crois, Annick, c'est 133 signatures. Mais dans ce cas-là, on doit tenir un référendum avec tout un processus comme électoral. Ça semble à peu près la même chose. Un coup que tous ces délais-là vont être passés, par la suite, on va avoir la délivrance des certificats de conformité de la MRC. Et à ce moment-là, on va avoir l'entrée en vigueur de nos règlements. C'est beaucoup d'étapes. Donc, on s'attend, là, j'essaye de viser la fin juin pour tout terminer là, ce processus-là et qu'on fonctionne avec les nouveaux règlements. Mais c'est certain qu'on peut avoir certaines situations. Si on a des demandes d'examen à la Commission municipale du Québec, ben là, les gens ont 30 jours pour faire les demandes, mais si j'ai la demande après ça, puis que c'est effectif, la Commission scolaire, la Commission municipale du Québec se penche, après ça, je pense que c'est 45 jours de délai qu'ils ont pour analyser la situation. Fait que là, c'est sûr qu'on recule dans le temps. Mais si tout va bien, si on n'a pas de contestation, on s'attend aux environs là, de la fin juin là, que l'ensemble de ce processus-là soit terminé. Et je l'ai déjà dit, puis je vais leur dire aussi lundi la semaine prochaine, portez attention que ce soit là, sur Internet, sur Facebook, sur le site sur le site Internet de la municipalité ou encore là, dans les différents endroits où est-ce qu'on fait notre affichage. On va mettre l'ensemble de l'information avec les différentes étapes où est-ce qu'on est rendu. On va prendre la peine aussi d'expliquer chacune des étapes quand on les passe au conseil. Et si vous avez des questions, là, vous pouvez passer à la municipalité pour on va vous expliquer c'est quoi ce processus-là, pourquoi on le fait et c'est quoi les différents impacts. Est-ce que tu peux expliquer l'usage conditionnel? C'est ça, l'usage conditionnel, parce que vous allez avoir vraiment le côté plus technique. Là. Moi, j'ai juste une connaissance générale. Le règlement sur les usages conditionnels, c'est que, je vous ai un cours historique. Historiquement, l'usage, exemple, d'ébénisterie n'était pas autorisé dans les zones agroforestières. Et finalement, la MRC a fait en sorte qu'on a pu autoriser ce type d'usage-là, par exemple, l'usage de transformation artisanale dans les zones agroforestières, suivant une série de conditions. Donc, le règlement sur les usages conditionnels émet ces conditions-là. Et si ces conditions-là sont respectées, il y a certains usages, dont l'ébénisterie artisanale en zone agroforestière va être autorisée. Et différents autres usages qui sont listés dans le règlement sur les usages conditionnels. De mémoire, ça vise principalement la zone agroforestière. C'est un règlement qui s'applique plus spécifiquement dans les zones agroforestières. C'est assez pour vous? Vous en savez? C'est pour moi, parce que je pensais que c'était lié à autre chose. Et donc, je vais poser ma question autrement. En fait, parce que l'usage conditionnel, pour moi, c'était plutôt l'usage conditionnel d'un endroit, plutôt que d'une activité. Là, vous décrivez une activité. Donc, la question que je voulais poser, et qui pose quelques problèmes à moi, c'est l'usage de la plage. Est-ce que, par exemple, dans ce nouveau règlement, la plage qui est un endroit bien précis chez nous, est-ce que tout ce qui peut s'y faire, ne pas s'y faire, est repris dans ce règlement? En gros, juste une petite précision, c'est qu'on a un secteur où il y a comme une plage naturelle sur le bord du Saguenay.
Puis, dans le fond, tu sais, il y a des gens, des fois, bon, ils font des parties, ils font des petites fêtes, puis il se passe un petit peu plein de choses sur cette plage-là. Et pour ça, par exemple, quand on parle de ça, c'est sûr que c'est pas un usage d'exploitation, c'est plus des C'est un règlement municipal. Non, on est plus dans le règlement de nuisance. On est plus dans le règlement de nuisance que dans le règlement de zonage. Le règlement de zonage va aller sur les usages, va aller sur les bâtiments, autorisés, non autorisés, mais moins sur. C'est ça. Ok. D'autres questions? Merci beaucoup. Ça résume bien mon... Merci beaucoup. Même si vous n'étiez pas très nombreux, je pense que c'est important de faire cette information. Alors, vous avez la suite qui vous a été donnée par le directeur général, M. Jonathan. Alors, c'est à suivre. Vous pouvez suivre le tout au conseil municipal. C'est très éclairant d'avoir tenu l'activité d'information comme ça. Pas quelque chose avec lequel je suis très familier, mais au moins là, j'ai vu un peu où on était, situé un peu dans l'univers. Mais en même temps, ça nous a amené à poser des questions, des réflexions sur des choses qui éventuellement devraient nous confronter, où on aura à discuter ou à prendre des décisions ou des orientations différentes. Moi, je trouve ça intéressant dans ce sens-là. C'est un peu comme un comité d'urbanisme. Je trouve ça intéressant à cause de ça, parce qu'il se fait plein de développements qu'on ne soupçonne pas des fois, mais qui nous arrivent. Il faut prendre des orientations dans l'intérêt du plus grand nombre. Exact. Donc, je présume que les prochaines constructions probablement avoir plus d'urbanisme. Je pense qu'on va falloir se donner des moyens pour faire en sorte que les gens respectent. C'est sûr qu'il y a eu une période, là, comme je disais tantôt, c'est pas particulier ici, là. Tous les endroits, malheureusement, là, dans les salles de ski, l'aménagement paysager fait défaut. On va essayer de trouver des façons d'inciter les gens à travailler sur cet aspect-là. On va commencer, nous, la municipalité aussi, par s'occuper du développement, là, dont l'asphaltage. C'est un beau mot. Éventuellement, Les photos, il y a fait de la place sur les photos, il va plus verront. ouais, je pense qu'on a toutes des croûtes à manger. C'est bon? Merci beaucoup. Merci, soirée. Merci.